Révolution digitale, épisode 77. Hey, this is John Lee Dumas of EO Fire, and you're listening to Revolution Digital with Francois Lambert. Each week, Francois brings you global business leaders sharing the secrets of their success in French. Francophone entrepreneurs, this is for you. Prepare to ignite. Bâtisseurs et bâtisseuses de la nouvelle économie, bien le bonjour. Ici François-Paul Lambert, bienvenue sur Révolution Digitale. Cette saison, nous diffusons depuis l'Australie. Et si c'est la première fois que vous nous écoutez, je m'entretiens chaque semaine avec des entrepreneurs et entrepreneurs inspirantes partout à travers le monde. Nous parlons de leur aventure entrepreneuriale, de comment ils et elles ont lancé leur business et les leçons tirées de leurs échecs. Si vous êtes à la recherche de sens dans votre travail, si vous vous dites « Je ne veux pas juste être le maillon d'une chaîne, je veux être indépendant et faire une différence », vous êtes au bon endroit. La vie est trop courte pour la passer à être malheureux dans son travail. Vous avez en vous énormément à offrir. Et avec Révolution Digitale, nous allons non seulement vous donner de l'inspiration, mais aussi des outils et des recommandations concrètes que vous pourrez mettre en œuvre chaque semaine pour faire ce que vous avez toujours vraiment voulu faire et travailler pour votre rêve, pas celui de quelqu'un d'autre. Alors si ce n'est déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner gratuitement au podcast sur votre plateforme préférée pour recevoir directement chaque nouvel épisode. Vous êtes la tribu digitale. C'est parti. Bretonne, passionnée de voyage et de voile, notre invitée du jour a parcouru le monde pour les affaires et les loisirs. Elle cofonde ainsi en 2017 Jack & Ferdy, la première application entièrement dédiée aux voyageurs d'affaires. Diplômée ingénieure en France, elle rejoint l'université de l'État de New York à Buffalo, où ses travaux de recherche sur la régénération cardiaque lui valent d'être la première femme diplômée de l'école doctorale de génie biomédical. Elle poursuit ensuite en médecine régénératrice pour L'Oréal et l'Inserm avant de rejoindre Olea Medical à Boston, où elle travaille au dépistage des AVC et sur l'imagerie des tumeurs cérébrales. La passion d'entreprendre la rattrape alors et en 2015, elle monte puis gère la division nord-américaine d'AMA, société sœur d'Ubisoft. Société qui est spécialisée dans la réalité augmentée sur lunettes connectées. Elle a aussi été la voix de Les Échos de l'innovation, une émission de radio visant à vulgariser la science auprès du grand public et à débattre sur les innovations technologiques de notre quotidien. Tribu Digital, je suis ravi d'accueillir une entrepreneure nominée parmi les femmes ingénieures de l'année 2018 au prix Ingénieuse, Anne-Fleur Andrely. Salut Anne-Fleur. Salut François. Alors tout d'abord, j'espère que je n'ai pas charcuté ton nom parce que on a un peu répété en voix off juste avant l'émission, mais je voulais m'assurer que je le dise bien. Donc si jamais c'est pas le cas, tu me le dis. Et c'était parfait, super. C'est plutôt une performance. Bon, écoute, je prends ça comme une bonne note. Et écoute, merci vraiment beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Et Anne-Fleur, je suis obligé de te poser notre question du début d'émission qui est: est-ce que tu es prête à nous inspirer? J'espère. En tout cas, j'en ai envie. Ouais, moi, j'en suis persuadé. Et écoute, Anne-Fleur, je viens de donner un petit résumé de qui tu es à la tribu digitale. Tu m'as fait dire des mots super compliqués. J'ai essayé de pas trébucher dessus, mais est-ce que tu veux quand même y rajouter quelque chose? Et avant qu'on parle de ton super projet, dis-nous un peu. Est-ce que tu peux nous donner un petit aperçu de ta vie personnelle, peut-être une anecdote, quelque chose qu'on ne sait pas sur toi? Oui, alors la première qui me vient en tête, c'est que je travaille à mon projet Jack & Ferdy dont tu parlais à l'instant, qui doit sortir là dans les jours à venir sur l'App Store. Et en parallèle, j'ai un deuxième bébé qui arrive et c'est un vrai bébé. Donc je suis enceinte, comme on dit, jusqu'aux yeux. Et donc je mène ces deux projets de front, ce qui m'occupe bien comme il faut. Wow, félicitations. Et je suis obligé de te demander, est-ce que le premier bébé s'appelait Jack et le nouveau Ferdy? Non. Bon, ça, non, il va falloir. Oui, D'accord. Voilà. Donc, doublement félicitations. Mais justement, j'en profite. Alors, d'où ça vient, Jack & Ferdy? Est-ce que tu peux nous parler de ton projet, nous expliquer un peu comment tu comptes générer tes revenus et pourquoi tu as choisi ce business model? Oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, Jack & Ferdy, à la base, d'ailleurs, le nom peut un peu surprendre. C'était en fait le mot de code, le nom de code, pardon, qu'on mettait sur notre calendrier quand on allait discuter avec mon cofondateur, quand on allait déjeuner, quand on allait se retrouver autour d'un verre pour travailler à cette idée qui nous trottait dans la tête. Et Jack & Ferdy, donc le but, c'est de permettre aux voyageurs d'affaires de pas faire les erreurs en fait que moi j'ai faites en tant que voyageur d'affaires très assidu, et donc de maintenir un équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle pour
pour éviter le burn-out, etc., etc. En termes de financement, donc on a été d'abord self-funded pendant pas mal de temps. Donc voilà, on s'est pas payé, on a mis nos économies en gros dans un dans un pot ensemble et puis on a essayé donc de travailler avec des gens qui pouvaient nous aider à concrétiser ce projet. On a levé un round de Family and Friends au printemps dernier de presque 200K dollars. Donc le but du jeu pour moi, c'est vraiment que Jack and Fairly devienne un outil de voyage pour simplifier le voyage d'affaires donc de tous les voyageurs d'affaires. Et pourquoi je précise ça, c'est parce que donc du coup pour moi l'outil il faut qu'il soit gratuit le plus possible. Donc notre offre elle se compose en fait comme telle, c'est-à-dire qu'on a une offre gratuite et on a une offre premium. L'offre premium va donner accès à quelques features, un peu de contenu un peu supplémentaire. Et surtout de pouvoir télécharger le contenu sur son téléphone, c'est-à-dire éviter d'exploser son forfait data quand on est à l'étranger, par exemple, ou encore d'organiser son voyage pendant son voyage en avion, notamment, donc sans connectivité. Ce qu'on anticipe à l'heure actuelle par rapport aux données du marché du voyage, particulièrement dans le mobile, c'est que 95% de nos utilisateurs va être dans la catégorie gratuite et 5% environ dans la catégorie premium. Donc en gros, j'anticipe pas de faire énormément de revenus en premium. Donc comment est-ce que je génère du revenu? On a un tout petit peu de pub dans la partie gratuite, à savoir pas plus d'une fois toutes les 10 minutes et de la pub un petit peu je dirais handpicked, sélectionnée, qui reflète un petit peu nos valeurs. Et puis ensuite, en fait, notre positionnement, c'est vraiment de devenir une marketplace. Donc, d'être comme on dit en anglais, un one-stop shop pour tout ce qui a attrait au pleasure. Donc, si par exemple, je sais pas, tu viens de Boston, tu ouvres l'application et tu trouves une visite qui t'intéresse, dans l'application, tu vas avoir la possibilité de réserver ton ticket, de trouver un souvenir qui correspond un petit peu à cette expérience que tu as vécue, ou de réserver un resto qui sert cette spécialité, etc. Si tu complètes en fait ces transactions qui vont pas te coûter plus parce que tu le fais dans l'application, mais si tu le fais dans l'application, nous, on va être rémunérés de cette manière-là. Et je dirais que c'est là-dessus qu'une grosse partie de notre rémunération repose. Ah, c'est excellent. Et ben justement, comment est-ce que l'app fonctionne concrètement? Est-ce que tu peux nous emmener dans tu pars en voyage pour ton entreprise ou pour ton employeur et comment l'app fonctionne? Est-ce que tu peux nous faire une petite simulation? Bien sûr. Alors l'app va fonctionner en fait de telle sorte que plus tu vas accepter de nous en dire sur toi, plus on va être pertinent et pointu et te proposer des suggestions qui sont vraiment personnalisées. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que la première fois que tu vas ouvrir l'application, ça va être un espèce de Tinder où en gros, c'est OK. Qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas? On va essayer de comprendre un petit peu ce que t'aimes et ce que t'aimes pas. C'est des choses que tes goûts peuvent évoluer, tes contraintes aussi peuvent évoluer d'un voyage à l'autre, donc tu pourras toujours les mettre à jour. En parallèle, on va prendre en considération tes contraintes horaires, puisque à l'heure actuelle, aucune des solutions de voyage sur le marché prend vraiment en compte le fait que moi, je m'appelle Anne Fleur, demain je suis à Sydney, il y a des chances que je sois occupée entre 9h et 17h, par exemple. Ça sert à rien de me proposer ce super jardin botanique qui n'est ouvert que jusqu'à 16h, puisqu'il ne s'appliquera jamais à moi. Tout ce qu'on va faire, c'est générer de la frustration. Et je vais toujours avoir à faire moi-même mes recherches. Donc en gros, on va prendre ces contraintes de temps, ces contraintes géographiques et ta personnalité, tes goûts en considération. Et avec en fait un système donc d'intelligence artificielle et de machine learning, on va apprendre à être de plus en plus percutant. Ce qu'on va offrir après dans l'application, on a, je dirais, 3 univers principaux. Le premier qui s'appelle Explore, donc c'est ce qu'on serait en droit d'attendre, je dirais, en tant que voyageur d'affaires, d'un guide touristique adapté à l'authenticité et 2 à ton profil de voyageur d'affaires. Donc qu'est-ce qu'il y a à goûter? Qu'est-ce qu'il y a comme plat ou cocktail ou bière, je sais pas, d'absolument spécifique de cette ville dans laquelle tu es? Qu'est-ce qu'il y a à ramener
que tu vas pas aller chercher au magasin de l'aéroport, je dirais, ou qui soit plus authentique qu'un aimant sur ton frigidaire. Moi, c'est mon cas. Mon frigidaire est recouvert d'aimants de haut en bas. Il y a plus de place pour en rajouter un. Et je cherchais quelque chose qui avait un petit peu plus d'authenticité. Et enfin, qu'est-ce qu'il y a comme expérience que je peux vivre en fait pour me rapprocher un petit peu des locaux. En second, on a un second univers qui s'appelle Care. Donc, l'idée en fait, c'est de faire attention et à soi et à la communauté qu'on visite. Pourquoi faire attention à soi ? C'est un des gros problèmes justement dans le voyage d'affaires. C'est que l'équilibre vie privée, vie perso, il est complètement il est pas équilibré, donc je sais pas si c'est un peu nul ce que je raconte. Et donc en fait, on va inciter nos voyageurs à prendre soin d'eux en se bougeant littéralement, donc en allant marcher, en allant courir, pour découvrir en même temps des endroits iconiques de la ville dans laquelle ils sont. Mais on va aussi les inciter dans cette recherche d'authenticité qui est de plus en plus prévalente, je dirais, dans l'industrie du voyage. On va aussi inciter donc les voyageurs d'affaires à connecter avec les organismes caritatifs du coin. Donc des organismes que nous, on a présélectionnés, qu'on valide et sur le sérieux de ce qu'ils font, mais aussi sur la mission qu'ils cherchent à accomplir. Et donc, on va chercher à connecter, que ce soit, alors, est-ce que tu peux faire une donation, c'est génial, mais est-ce que tu as, je sais pas, un quart d'heure pour aller les rencontrer? Ou est-ce que tout simplement, tu n'as pas le temps, mais tu peux aller jeter un œil sur leur site et ça te permet, en fait, de continuer à transmettre le message de ce qu'ils font. Et la dernière partie, je dirais, de ce qu'on fait, c'est le work. Donc, work, c'est la raison principale qui a déclenché le voyage d'affaires. Et donc, work, notre but, c'est de faire que chaque voyageur d'affaires soit un voyageur impliqué, respectueux et au courant, donc en fait, de ce qui se fait dans cette nouvelle ville, ce nouveau pays, cette nouvelle culture. Donc, notre idée, c'est on va instiguer, je dirais, des petits conseils sur les bonnes manières de conduire du business à l'autre bout du monde. Que ce soit les relations entre les hommes et les femmes, que ce soit le dress code, que ce soit la manière de négocier, pour permettre en fait à ces voyageurs d'affaires d'utiliser cet apport culturel pour être encore meilleurs dans leur manière de conduire du business. Ouais, c'est super intéressant. Et voilà, Tribu Digital, si la prochaine fois que vous êtes en voyage d'affaires, au lieu de rentrer dans votre chambre d'hôtel, vous asseoir sur votre lit avec un paquet de nourriture, de takeaway food, voilà, tu vois, moi aussi je trouve pas mes mots, et d'allumer la TV, ouvrez plutôt votre app Jack and Ferdy, qui est, je pense, disponible sur les plateformes iOS et Android. Voilà, là je m'avance peut-être, mais uniquement sur iOS pour l'instant. Alors uniquement sur iOS pour l'instant. Est-ce que vous allez venir sur Android également à un moment? Oui. On cherche d'abord à prouver le concept sur iOS, puisque les voyageurs d'affaires sont plus majoritairement sur iOS. Et dès qu'on aura prouvé tout iOS. Ça, on pourra... Génial. Ouais. Écoute, donc tous ceux qui ont un iPhone, allez déjà essayer de découvrir cette application. Pour les autres, gardez un œil. C'est quelque chose, je pense que c'est un projet très sympa. Et d'ailleurs, on parlait de technologie iOS, Android. Et comment vous créez l'app? Est-ce que vous la développez en interne? Comment est-ce que vous avez fait ça? Alors ça a pas toujours été la même chose en 1 an et demi. Moi, je me suis mise un petit peu au code, mais je suis pas capable de mener l'application de A à Z techniquement. On a eu donc des locaux ici à Boston, mais je vais être très honnête, le coût du développement aux États-Unis est vraiment très 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 cher, et pour une start-up bootstrap comme nous, c'était pas vraiment viable, surtout à mesure que le concept évolue et qu'on veut quelque chose d'encore plus poli et raffiné. Donc on est parti ensuite, j'ai fait travailler la junior entreprise de mon école d'ingénieur en France, qui a développé aussi un gros morceau. C'était intéressant parce que ça permet aux étudiants d'apprendre pas mal de choses, et puis nous en fait d'avoir des étudiants hyper motivés, mais aussi des prix abordables, on va être honnête. Et puis enfin maintenant on développe le gros, je dirais, en Roumanie, avec un développeur notamment qui est vraiment exceptionnel.
qui a beaucoup d'expérience et voilà. Et donc là, à partir de Q1 2019, on cherche à ouvrir un petit pôle R&D en France. Donc on va chercher des développeurs en France. Voilà, à bon entendeur. Merci beaucoup Anne-Fleur, c'est vraiment super. Et j'avais aussi envie de te demander ici, bon, il y a eu, j'ai vu sur votre site que vous avez eu quand même quelques press coverage. Vous êtes passé un peu dans la presse. Comment est-ce qu'on fait pour se faire connaître quand on est bootstrappé, comme tu le dis, quand on se lance et qu'on n'a peut-être pas une grande visibilité au départ? Comment est-ce que vous avez fait pour vous faire connaître tout simplement? Il faut avoir pas mal de soirées de libre, je dirais. Moi, à Boston, je dirais qu'on a de la chance, c'est qu'on est dans un écosystème hyper dynamique en termes d'entrepreneuriat. Et il y a beaucoup de groupes de meet-up, mais même d'autres groupes, d'autres sociétés qui se forment sur beaucoup de sujets. Donc, on peut en trouver sur le technique. Par exemple, je vais de temps en temps en meet-up sur l'AI de Boston, ou l'IA, pardon, en français. Mais il y a aussi un groupe sur les femmes entrepreneurs. Enfin voilà, il y a vraiment de tout. Et je dirais, c'est la première chose, ça permet comme ça de rencontrer son écosystème. Et les gens sont très bienveillants. Les gens qui viennent à ces événements, ils sont toujours très heureux en fait de pouvoir aider, que ce soit par une introduction ou que ce soit par autre chose, les entrepreneurs. Et puis je dirais que la deuxième chose, c'est pitcher. En tant qu'ingénieur, d'ailleurs, c'est souvent un reproche qui est fait aux ingénieurs en général. C'est super d'avoir une idée, mais tant qu'on l'a pas confrontée finalement à l'utilisateur final, on sait pas vraiment ce qu'elle vaut. Et même si le produit est pas terminé, moi je suis allée pitcher, je suis allée faire des démos sur des captures d'écran parce que je pouvais pas vraiment faire de démos. Il faut aller confronter son idée en fait au public. Ça nous permet nous de gagner énormément grâce au feedback de l'audience, mais aussi de rencontrer des gens et les premiers adopteurs et un peu les premiers supporters qui nous permettent de passer à l'étape suivante, quoi. Voilà, génial. Merci beaucoup. 2 super conseils, Tribu Digital à prendre note. Voilà, le pleasure. Et d'ailleurs, c'est un terme que je ne sais, c'est pas très connu en francophonie, je pense. Comment est-ce qu'on pourrait traduire ça? C'est le ploisir, le professionnel loisir. Ouais, allez, je vous le donne, c'est gratuit. Boulot, ou le loisir, boulot loisir. Excellent. Bon, c'est vrai que pleasure, ça sonne, ça fait tout ce qui est un peu en anglais comme ça souvent. Ils arrivent à trouver des mots. Enfin, les mots marketing sonnent toujours mieux qu'en français, je trouve. Je sais pas comment, pourquoi c'est comme ça. Mais bon, écoute, je te propose ici de passer à la section suivante. Nous, on garde tout ça bien en tête. On va maintenant explorer un peu ton parcours entrepreneurial, ton aventure, le voyage qui t'a amené là où tu es aujourd'hui. Et on l'a dit un peu dans ta bio, tu es une femme ingénieure et tu as travaillé dans des industries de pointe. Et maintenant, tu lances une application plutôt orientée voyage, découverte, leisure, business. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu en es arrivé là? Enfin, ou alors plutôt, quand est-ce que tu as su au fond de toi que tu voulais devenir entrepreneur et te lancer dans ton propre projet? C'est la question à $1 million. Je pense que je n'ai jamais su que je voulais absolument être entrepreneur. Par contre, ce que j'ai su, c'est que je voulais être libre et que je voulais être passionnée par ce que je faisais. Et ça, c'est le cas depuis que je suis petite. Ce qui fait que j'ai touché à pas mal de choses. J'ai suivi mes passions toujours. Alors, j'adore écrire, j'adore la radio, t'en as parlé. J'adore les sciences en la bio, la médecine. Et puis, en fait, pour moi, un jour, j'ai identifié un problème auquel je savais répondre. Parce que c'était un problème qui me touchait moi-même, en fait. J'étais complètement burned out de ce que je faisais pour le boulot. Et voilà, en fait, ça a été un peu l'étincelle en moi qui a été attends, on y va. Enfin, ce serait vraiment trop con de pas tenter l'aventure. Puis je crois que j'ai de la chance aussi, très sincèrement, d'être dans un environnement, que ce soit maintenant dans ma famille, mais aussi dans ma famille en grandissant, où on m'a jamais dit, on n'a jamais remis en question en fait le fait que je rêve grand, on va dire. Donc je pense que j'ai eu beaucoup de chance là-dessus. Et donc, quand j'ai vu une opportunité, j'ai un peu sauté dessus.
Voilà. Et là, j'ai envie de te demander, quand il a fallu décider, alors que tu as trouvé ton idée et t'avais cette envie de liberté, t'as été en burn-out, etc. Et le fait de te lancer, de se dire, OK, on va lancer une app, c'est risqué, c'est un business, on va essayer de faire ça sur le long terme, mais qu'est-ce qui t'a aidé à franchir ce pas? Qu'est-ce qui t'a convaincu que tu pouvais le faire? Tu vas me dire que je dis tout le temps la même chose, mais je crois sincèrement que j'ai beaucoup de chance. J'ai un cofondateur en fait, et c'est vrai que ne pas être fondateur solo, je pense que ça change tout. Et ce que je veux dire par là, c'est que quand il y en a un qui doute, il y a l'autre qui allume le deuxième moteur de l'avion. et ça permet en fait vraiment de viser haut quand on est tous les deux très en forme et au moins de maintenir l'altitude le reste du temps. Donc voilà. Et après, je vais être très sincère, j'ai aussi des circonstances qui faisaient que ça se passait pas, ça tombait au bon moment. J'ai eu cette idée, on l'a éprouvée, je dirais, nous, Romain, donc mon cofondateur et moi, où on a testé cette idée pendant nos voyages pour voir si effectivement ça nous simplifiait la vie. Pendant à peu près 1 an, on a cherché à étudier vraiment le marché, ce qui fait qu'on devenait quand même de plus en plus confiant. On n'a pas tout plaqué comme ça du jour au lendemain. Voilà. Et puis mon travail, moi, à cette période-là, devenait un peu de plus en plus dur physiquement et mentalement. Et donc il y a eu un moment en fait où c'était le bon moment, quoi. C'était le moment de passer la seconde avec Jack and Ferdy, et puis c'est ce qu'on a fait. Voilà. Et parfois, il y a un moment, il faut juste y aller. Et j'aime bien que tu aies souligné le fait que tu ne t'es pas lancé toute seule, que tu avais quand même fait une grande phase de préparation avant. Et souvent, on ne voit pas tout ce petit travail qui est fait, ce gros travail qui est fait derrière en amont. Et l'entrepreneuriat, c'est pas quelque chose qu'on décide, on ne se lance pas du jour au lendemain en claquant la porte de son boulot pour lancer quelque chose qu'on pense qu'il va révolutionner le monde. Non, c'est quelque chose qui se réfléchit. Mais à un moment, si on ne se lance pas, on ne se lancera jamais. Donc, merci d'avoir souligné ça. Et écoute, est-ce que tu peux peut-être nous amener alors ici dans ton pire moment, dans ton parcours entrepreneurial? Tout n'a pas dû être rose. Est-ce que tu peux nous raconter un de ces moments et peut-être nous expliquer comment tu l'as surmonté? Ouais, bien sûr. Je ferai peut-être un tout petit peu marche arrière en fait, et c'était donc dans mon job juste avant Ama, où donc je commençais à avoir cette idée de Bleisure, de Jack and Ferdy, de comment est-ce qu'on peut réinventer l'expérience du voyage d'affaires. Et en parallèle, en fait, moi je souffrais vraiment du voyage d'affaires. J'en pouvais plus. tous mes amis, ma famille pensaient que j'étais une super jet-setteuse parce que j'étais tout le temps dans l'avion. Mais la réalité des choses, c'était vraiment pas ça, quoi. Je passais en gros d'un aéroport à un autre, d'un hôtel. À l'époque, je descendais au Marriott. On choisit toujours une chaîne d'hôtels pour avoir plein de points. Les hôtels, ils sont toujours les mêmes, le même lobby, le même menu de room service, peu importe le pays dans lequel on est. Et bref, donc ça allait pas trop. J'étais en complète déconnexion avec ma vie perso, et je commençais donc à en avoir vraiment ras-le-bol. Ce qui fait que il y a eu un jour où j'ai dû organiser pas mal de meetings aux États-Unis, et j'avais pas envie de passer une semaine sur la route. Et donc je devais aller voir des clients à Houston au Texas, je devais aller voir des partenaires à Phoenix en Arizona, et à Los Angeles, à côté de Los Angeles, dans le j'ai oublié le nom du comté d'ailleurs, mais dans la région de Los Angeles, en Californie. Et au lieu en fait de prendre au moins 3 jours, je dirais, pour faire chacun de ces meetings qui sont dans des états différents et dans des time zones différentes, donc pas avec un petit décalage horaire. Je suis partie un lundi matin de Boston à 4h du mat. J'ai pris l'avion pour Houston. À Houston, j'ai déjeuné avec mes clients. Je suis repartie dans l'avion pour Phoenix, où j'ai eu un meeting en fin d'après-midi. Et je suis repartie dans l'avion et j'ai dîné à Los Angeles. Et là, je me suis dit, mais t'es complètement con, Anne-Fleur. Alors certes, je suis rentrée vite à la maison, mais là, ça a été le wake-up call, quoi. C'était, mais ça en vaut pas la peine. L'équilibre dont tu as besoin, il est aussi physique, il n'est pas que mental. Et en fait, j'essayais de faire tout ça parce qu'il fallait le faire, parce que j'étais quand même chef d'entreprise chez Ama également. Tu sais, il y a ce mythe de l'entrepreneur. Si tu travailles dans une start-up, tu es censé ne vivre que pour ça et faire ça un peu 24 heures sur 24.
Et moi, je dis stop. C'est pas ça la vie. C'est pas ça la vie d'entrepreneur. Bien sûr qu'on fait des sacrifices, bien sûr qu'on bosse beaucoup, mais pour réussir, t'as pas besoin de bosser 24h/24. Et il faut aussi respecter, je pense, ton corps. Il faut respecter ton état d'esprit. Il faut avoir des hobbies. Il faut sortir la tête en fait un petit peu, même beaucoup, des affaires pour être bon, pour prendre du recul. Et moi, c'est pas quelque chose qu'on m'avait appris. J'ai grandi avec un papa qui partait à Shanghai pour la journée, donc quand on habitait en France. Ah oui. Donc je ne lui en veux pas, mais on m'a pas beaucoup montré l'exemple, si tu veux, de il faut prendre un moment pour toi. Et donc voilà. Donc moi, ce voyage-là, si tu veux, ça a été, tu sais, tu te sens, mais physiquement, t'es KO, tu te sens même crade, c'est horrible. Et puis je crois qu'il y a un moment même où ta performance, du coup, au boulot n'est plus bonne. Et donc là, ça a été, c'était vraiment 3-4 mois avant que je quitte mon job. Et ça a été, on a passé la seconde là-dessus avec Romain quand je suis revenue là, parce que il y avait un nouveau feu en moi, je dirais, qui cherchait vraiment, ok, là, on peut pas continuer comme ça, il faut changer les choses. Voilà, il y a eu le déclic, c'est fait. Et c'est marrant parce que ce que tu dis, on pense toujours, beaucoup de personnes ne se lancent pas dans l'entrepreneuriat parce que on met vraiment en avant le fait que ce soit extrêmement difficile, que c'est le long game, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qu'on fait pour avoir un retour direct, un succès immédiat, mais on oublie aussi que quand on travaille en tant qu'employé, en tant que salarié, on se retrouve aussi face à des problèmes comme le burn-out, comme le stress, tu viens de l'expliquer avec tes voyages. Pour certains, ça paraît glamour, mais on ne se rend pas compte de l'impact que ça peut avoir sur le corps, et d'où l'importance que vous soyez toujours salarié ou que vous venez de vous lancer, Tribu Digital, respectez-vous, trouvez cet équilibre. Il y a énormément de ressources, il y a pas mal d'épisodes, on a déjà couvert ça dans d'autres épisodes par le passé. C'est vraiment ultra important. Et alors Anne-Fleur, si tu pouvais alors résumer la leçon clé que tu as retirée de ton expérience jusqu'à présent, qu'est-ce que ce serait? Honnêtement, c'est peut-être une course d'obstacles, mais c'est surtout un marathon. Donc, je veux dire, tu l'as touché dans ton résumé. Il faut s'écouter en fait. Je pense que la pire des choses qu'on puisse penser, c'est je suis jeune entrepreneur, il faut que j'impressionne les gens. Si tu cherches à impressionner les gens, tu vas pas t'écouter et tu vas pas demander conseil. et c'est hyper dangereux. Donc je dirais, garde en tête l'objectif qui n'est pas demain mais dans un an, par exemple, et écoute-toi et sois suffisamment humble pour dire ok, là j'ai besoin d'un coup de main. C'est normal de pas tout savoir, c'est normal de ne pas tout savoir faire. Donc voilà. Donc Tribu Digital, soyez gentil avec vous-même, soyez gentle. J'ai mal traduit, mais c'est ça que je voulais dire. Et si c'est un marathon. Et un marathon, on ne vient pas dans un marathon comme ça. On se prépare, on gère. Il y a un équilibre à atteindre si on veut arriver à l'arrivée et avoir la médaille. Et dans le cas de l'entrepreneuriat, c'est quand même un peu plus qu'une médaille qu'on reçoit. Donc gardez bien ça en tête, à l'esprit. Et Anne-Fleur, je te propose ici de faire notre petite pause. Et ici, je t'emmène soit en pause café, soit en pause cocktail, pause mocktail, c'est selon. Alors, c'est toi qui choisis. Ensuite, on s'installe et je te pose une série de questions en rafale et tu me réponds en allant à l'essentiel. Alors, que choisis-tu? Écoute, moi, chez moi, on est samedi soir, donc je vais partir chez les cocktails. Allez, on part en pause cocktail et ça me va très bien parce qu'il fait très très chaud là où on est, Hélène et moi pour le moment. Alors ici, on se retrouve sur la plage, en hamac ou sur chaise longue, un cocktail ou une noix de coco à la main, l'ambiance est décontractée et relaxante. Il fait chaud comme je l'ai dit et tout va plus lentement. On est ici pour se reposer, se ressourcer et philosopher sur le passé, le présent, le futur. Alors Anne-Fleur, qu'est-ce que tu prends? Plutôt noix de coco, mojito, whisky, je sais pas, ce que tu veux. Un Virgin Mojito du coup, parce que je peux pas boire d'alcool. Allez, Virgin Mojito et autant pour moi, puisque c'est vrai que tu nous as rappelé que tu attendais. Alors, bon, Virgin Mojito, c'est très bien. Moi, je prends la même chose. Tiens, allez, soyons dans l'harmonie. Et je te pose ma première question. Alors, Anne-Fleur, on l'a un peu sous-entendu tout à l'heure, mais tu vas nous donner plus de détails. Comment gères-tu le stress et la peur? Je crois que la manière dont je gère le stress et la peur, c'est que je me concentre sur pourquoi je fais les choses et pas sur l'obstacle en soi qui peut m'intimider par moment. Donc en se concentrant plus loin, en voyant un petit peu plus loin,
et en se concentrant sur le pourquoi des choses. Ouais, excuse-moi, je me répète. Alors, si tu devais recommander un livre inspirant, quel serait-il et pourquoi? Alors, je vais certainement hacher son nom parce que je l'ai jamais prononcé, mais la série de 2 bouquins, comment il s'appelle? Harari. Je sais pas si tu as lu Sapiens et Homo Deus, qui est absolument génial. Ils sont longs. Et c'est génial pour rentrer d'Australie en France, par exemple, pour Noël, c'est un long vol. C'est des livres absolument fantastiques sur l'origine de l'humanité. Le premier bouquin qui est Sapiens, je crois, qui explique notamment en gros que l'humanité s'est créée quand les hommes ont introduit les dieux dans leur vie, et que l'humanité se terminera quand les hommes se prendront pour des dieux. Ça donne une idée un petit peu, si tu veux, du ton du livre. C'est pas du tout moralisateur, mais c'est vraiment très intéressant. Oui, et on est mal barre alors si c'est le cas. Mais bon, mais c'est vrai que ces livres, ça fait longtemps que je voulais les lire, et à chaque fois j'étais rebuté par leur taille parce que je suis un peu paresseux et j'aime bien que je vis souvent un peu dans l'immédiateté. Mais là, je vais me les renoter. Très belle recommandation, merci beaucoup. Alors je te pose la question suivante qui est: à quoi ressemble ta journée type? Est-ce que tu as peut-être une routine que tu pratiques chaque jour qui t'aide à être au top, à être en équilibre justement? Alors c'est certainement pas les trucs que tu lis toujours dans les magazines. Oui, j'ai le temps de aller prendre un cocktail tous les soirs, j'ai le temps d'aller faire du yoga. Non, malheureusement. Mais je dirais que j'ai 2 choses qui sont consistantes dans ma vie, outre le fait bien sûr que je vais au travail. C'est la première, j'avais tendance jusqu'à encore il y a peu, mon réveil sonne, je me jette sur mes mails depuis mon lit et je commence à bosser. Et je me rendais vraiment pas service. Donc c'est commencer en douceur. Moi, le premier geste que je fais le matin, j'appuie sur snooze. On reparlera dans 9 minutes. Et je commence un peu à organiser ma journée. Ok, quels sont les objectifs concrètement de la journée? C'est pas juste qu'est-ce que j'ai dans mon agenda, mais qu'est-ce que je cherche à accomplir aujourd'hui. Et ça me permet de prioriser ce que je vais faire, et ça m'aide beaucoup donc à m'organiser et à savoir un peu où je vais. Et je dirais que la deuxième chose, et c'est les expériences dont on a parlé qui m'ont pas mal aidé, c'est nager. Alors ça peut paraître un peu anecdotique, c'est cool, elle fait du sport, mais quand je suis dans la piscine, c'est le seul endroit au monde où personne ne peut me joindre. J'ai pas de mail, j'ai pas de téléphone, j'ai pas de texto, j'ai rien du tout. Et là, en fait, je fais vraiment le vide, et ça me permet vraiment de me concentrer sur où j'en suis. Je prends du recul sur mon business, mais des fois aussi sur ma vie perso. Enfin, ça se contrôle pas toujours. Et voilà, ça m'aide énormément. Alors, qu'est-ce qui t'inspire ou te passionne en ce moment? Beaucoup de choses. C'est dur de t'en choisir qu'une seule. Une cause, je dirais, qui me mobilise énormément, c'est j'en ai 2. J'ai l'environnement, où je suis catastrophée. Peut-être que c'est le fait d'avoir un enfant qui va venir au monde, où je me dis, mais dans quel monde il arrive? Quel bordel on a foutu? Et l'autre chose, c'est l'entrepreneuriat au féminin, et surtout le financement des entrepreneurs femmes, qui me révolte, pour être très sincère. J'ai de la chance, j'en ai pas trop souffert, mais les statistiques sont absolument hallucinantes. Il y a bien sûr, je vais te dire une bêtise, mais je crois qu'on est à moins de 5%, si tu veux, des enveloppes disponibles qui vont aux entrepreneurs femmes, alors que les études montrent en fait que les entreprises avec au moins une femme au niveau C-level, donc dans les cofondateurs, performent bien mieux que les boîtes qui ont été montées uniquement par des hommes. Et en fait, il y a énormément de biais. Voilà. Donc c'est un travail de fond à faire pour ces 2 sujets d'ailleurs, et ça occupe pas mal de mes pensées. Ouais, il y a des choses à faire là-dedans, et voilà des idées pour celles et ceux parmi nos auditeurs et auditrices qui auraient envie de lancer quelque chose. Franchement, voilà 2 domaines très 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 importants. Je suis tout à fait d'accord, et on va rebondir peut-être un petit peu sur le même genre de questions. Mais si tu pouvais changer quelque chose dans le monde, qu'est-ce que ce serait et pourquoi? Et peut-être est-ce que tu pourrais nous donner une idée de comment tu t'y prendrais? Ouais, alors ça, franchement, c'est dur, hein, François. Ah oui, c'est le but. Mais on est en mode relax, on est sur la plage, donc là, on parle, on philosophe. Vrai, tu peux dire un truc complètement loufoque. Qui sait, ce sera peut-être une idée pour quelqu'un d'autre.
Je sais pas du coup si ça va, si c'est ce que tu cherches, mais l'environnement, je sais pas comment résoudre ce problème sans redire pas des banalités bien sûr, mais des idées qui ont déjà été sorties à maintes reprises, et je suis pas du tout spécialiste du domaine. Mais travailler les mentalités pour que les femmes et les femmes issues de minorités, mais pas que, aient accès aux mêmes opportunités de financement et donc entrepreneuriales que les autres, c'est hyper important pour moi. C'est absolument fondamental. Je pense que tu vois, j'en suis convaincue, le futur est femme. Le futur is female, je sais pas comment on le dit trop en français. C'est quelque chose d'absolument fondamental. Et comment pardon, excuse-moi. Non, je voulais pas t'interrompre. Je voulais juste, j'allais dire, c'est un futur que j'adorerais voir aussi personnellement, mais et pour les bonnes raisons, hein. Et donc, et justement, je voulais te demander par rapport à ça, qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait changer à ce niveau-là? C'est dur de choisir une seule solution, mais je pense que une des premières choses sur lesquelles on peut travailler, c'est les générations à venir. Les générations à venir, c'est s'assurer que on grandit pas avec des billets, c'est s'assurer qu'on a une pléthore de rôles modèles qui sont féminins, c'est s'assurer qu'on donne la parole autant aux femmes qu'aux hommes, c'est s'assurer, tu vois, c'est pour moi il y a des choses en fait relativement simples quand tu y penses, qui peuvent être enclenchées, des actions qu'on peut mettre en place dès maintenant. Mais qui se font pas. et puis je pense que en parallèle, c'est savoir. Là encore, je suis un peu bloquée avec mes traductions, mais c'est avoir un bon whistleblower quand on voit des trucs hallucinants. Non, c'est parfait. Je pense qu'on a compris où tu voulais en arriver. Et comme tu dis, c'est un sujet complexe. Il n'y a pas une solution toute faite. Ça dépend aussi des cultures, de l'endroit où on est. Mais une chose est sûre, c'est que aussi, si on parle du financement des femmes, et on parle aussi d'entrepreneuriat, on parle aussi d'une certaine. C'est un volet parmi le positionnement, j'ai envie de dire, et la relation. De la femme dans le monde. Il y en a beaucoup d'autres. Dans certains pays, ce sera peut-être tout simplement l'accès à l'éducation. C'est très complexe. Gardons juste ça à l'esprit. On arrive à la fin de l'épisode de toute façon. Donc, Anne-Fleur, je te remercie. Merci d'avoir partagé. Non, c'est nous qui te remercions. Et les informations que tu nous as données sont ultra pertinentes. J'espère que Tribu Digital, vous avez bien pris note. Surtout parmi celles et ceux parmi vous qui hésitent encore à se lancer. On espère comme d'habitude que l'aventure d'Anne-Fleur vous inspirera à faire le grand saut. Alors, Anne-Fleur, pour le mot de la fin, que dirais-tu à nos auditeurs de la Tribu Digitale qui hésitent justement encore à se lancer? Si tu avais un dernier conseil à leur donner, quel serait-il? Je dirais que les rêves, c'est pas fait pour être adapté. Donc, faut pas censurer ses rêves. S'il y a un truc qui vous excite, qui vous sort du lit le matin, vous pouvez pas tout de suite en vivre. Il faut viser loin, il faut pas se censurer, il faut pas mettre de filtre dessus. Il faut voir où ce rêve va vous conduire dans votre raisonnement et dans votre vie de tous les jours. Ça rejoint ensuite la passion dont je parlais au début de notre conversation. Et pour moi, c'est hyper fondamental pour entreprendre. Voilà, tout est dit. Merci Anne-Fleur. Écoute, avant de se quitter, est-ce que tu peux nous dire comment on peut rester en contact avec toi sur les réseaux sociaux ou ailleurs? Et si tu as une annonce à faire, la Tribu Digitale t'écoute. Merci. Alors oui, je suis sur les réseaux sociaux. Je suis sur Instagram et Twitter. C'est AF, donc mes initiales Andrely, ANDRLE. Vous pouvez aussi suivre Jack and Ferdy, ça me fera très plaisir, suivre un petit peu comment on évolue. Écoute, en annonce, si j'ai le droit, moi j'en ferai bien deux. D'abord, c'est téléchargez notre application, dites-nous ce que vous en pensez, dites-nous si ça vous aide, si ça vous aide pas. On sera hyper intéressés toujours de suivre vos aventures aux quatre coins du globe et de voir comment on peut vous aider pour changer toujours cette expérience qui peut parfois être très difficile du voyage d'affaires. Et la deuxième, excuse-moi, la deuxième, c'était juste un petit coucou à ma copine Estelle qui est passée chez vous il y a pas très longtemps et qui nous a mis en relation et j'en suis très ravie.
Oui, merci beaucoup Estelle. Et Tribu Digital, vous venez d'entendre Anne-Fleur Andrély partager avec vous son expérience et ses conseils. C'est à vous de jouer maintenant. Comme d'habitude, rejoignez-nous sur révolutiondigitale.fr et tapez Anne-Fleur dans la barre de recherche. Vous aurez accès à sa page dédiée avec toutes les informations et les références dont nous avons parlé aujourd'hui. Et bien sûr, n'oubliez pas de visiter la page d'Anne-Fleur sur jackandferdy.com. On mettra aussi tous les liens. Suivez-la sur ses réseaux sociaux, Instagram, Twitter. Téléchargez l'application, donnez votre feedback et voilà, je pense que tout est dit. Anne-Fleur, merci vraiment d'avoir partagé ton aventure avec nous, avec la Tribu Digitale. Moi, je te dis au revoir. Grand merci. Et je te retrouve en backstage. Ça marche, merci encore. Hey Tribu Digitale, j'espère que vous avez aimé notre entrevue avec Anne-Fleur. Si c'est le cas, alors prenez une petite seconde pour partager l'épisode avec vos amis. Si vous écoutez avec Apple Podcast sur votre iPhone, tout en bas à droite de l'épisode, il y a un bouton avec 3 petits points. Il vous suffit de cliquer dessus pour partager par email ou encore de le poster sur Facebook. Donc allez-y et n'hésitez pas à me taguer si vous le souhaitez. Je vous remercierai pour le soutien. N'oubliez pas non plus de vous abonner sur Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud, Deezer, Spotify ou inscrivez-vous directement sur notre site web pour être notifié des prochains épisodes. Et si nous pouvons vous aider ou si vous voulez nous joindre, venez nous suivre sur Instagram à Révolution Digital ou directement chez moi sur François-Paul Lambert. Hélène et moi sommes là pour vous soutenir et vous rappeler que vous êtes incroyable, que vous avez énormément à offrir et que vous méritez d'être heureux dans ce que vous faites. Vous êtes la Tribu Digitale. Souvenez-vous, tout semble toujours impossible jusqu'à ce que ce soit fait. Thank you for listening to our guest stories this week. Merci et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter pour encore plus de conseils qui vous aident à réussir. We hope you're inspired and ready to move forward with your entrepreneurial dream. À bientôt pour un prochain épisode de Révolution Digitale. Stay inspired!